réunis aujourd'hui pour nous souvenir d'une époque de ténèbres qui a révélé une face hideuse de l'humanité. Aux nouvelles générations, nous nous devons d'expliquer le pourquoi de cette volonté mémorielle et leur transmettre cette responsabilité. Qui est ce nous qui a porté le travail de mémoire et pourquoi doit-on l'envisager dans une dimension qui dépasse celle de nos propres vies? Il faut rappeler ici l'engagement de celles et ceux qui, victimes des déportations, eurent la chance de revenir de l'enfer imaginé par les nazis. Il faut rappeler l'action des rescapés des camps de concentration et des survivants du génocide des Juifs d'Europe, menée tout particulièrement dans le cadre des différentes associations qui portent toujours le nom de ces lieux d'emprisonnement, d'esclavage, de souffrance, d'assassinat, de négation de l'homme, ces lieux créés par les nazis d'abord en Allemagne, puis dans des pays sous leur domination. Bergen-Belsen, Buchenwald, Dachau, Mauthausen, Neuengamme, Ravensbrück, Sachsenhausen, le Struthof, Auschwitz-Birkenau. Ayons une pensée également pour celles et ceux, depuis les enfants jusqu'aux personnes âgées, qui n'entrèrent dans aucun camp. En ce qui me concerne, je suis une survivante du camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, mais je suis également une rescapée des camps de Bergen-Belsen et de Mauthausen, où la folie nazie m'a conduite dans les derniers mois de la guerre, alors que l'Allemagne sombrait dans le chaos. La plupart des survivants juifs sont passés par ces camps de concentration Kuresh après l'évacuation d'Auschwitz en janvier 1945. Ce sont aussi les autorités politiques qui ont exercé précocement ce que l'on peut appeler un devoir de mémoire, décliné notamment par un versant commémoratif et un autre qui est éducatif. Par le récit de notre histoire individuelle, nous tentons de faire comprendre aux jeunes ce que fut le nazisme et sa négation absolue de l'homme. Qu'en sera-t-il demain de ce travail de mémoire, alors même, j'en suis persuadé, que le message délivré sur cette période de barbarie est essentiel à la formation citoyenne de nos jeunes. Car ces événements qui relèvent d'une violence inouïe se sont passés dans notre période contemporaine, dans notre monde moderne. Je termine toujours mon témoignage en parlant aux élèves de la démocratie, en leur disant que si notre système n'est peut-être pas parfait, nous n'avons plus rien de plus précieux que cette démocratie, qu'elle est fondée sur le pouvoir du peuple et qu'elle garantit nos droits, qu'elle ne peut exister et être forte que grâce à notre soutien. Alors continuons d'œuvrer pour que jamais on n'oublie ce temps maudit. Œuvrons pour que jamais nos enfants n'aient à connaître les ténèbres. Je vous remercie. Votre professeur vous a déjà raconté une bonne partie de mon histoire. Voilà. Mes parents étaient originaires de Pologne. Nous avons émigré en France en 1930, en grande partie chassés par l'antisémitisme, le racisme, les mauvais traitements qui avaient lieu dans ce pays. Et nous avons surtout émigré parce que nous avions toute une partie de notre famille qui avait déjà quitté la Pologne au début du XXe siècle et s'était installée à Paris, dans un quartier très populaire à Belleville, dans le 20e arrondissement, en écrivant à mes parents que la France était le pays de la liberté, de la démocratie, qu'on y vivait très bien, qu'on était très bien reçus. Enfin, finalement, mes parents ont fini par émigrer donc en 1930 et nous nous sommes installés donc dans ce quartier à Belleville, dans un passage qui s'appelait le passage Ronce, qui faisait 2 mètres de long sur 4 mètres de large. Vous voyez, là c'était vraiment une concentration de gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens pour se loger ailleurs. Nous avions des maîtresses d'école qui, quand elles tombaient sur des élèves qui avaient quand même, disons, plus de personnalité pour pouvoir
suivre des études un peu plus importantes, s'occupaient très bien de nous. Et alors quand on travaillait bien, on sautait d'une classe. Ça fait qu'arrivé en juin 1940, puisque j'avais réussi à sauter d'une classe, je suis arrivé donc à 10 ans et demi à passer mon certificat d'études. Mais pour vous dire, je ne passais que la moitié, parce qu'en juin 40, les Allemands sont entrés dans Paris, donc je n'ai pas pu passer l'autre moitié. Alors là, évidemment, on a évacué les écoles de Paris en disant que Paris allait être bombardé. Alors on a été placé chez des particuliers pendant pratiquement un mois. Et à ce moment-là, la rentrée des classes était au mois d'octobre. Donc on nous a fait revenir un mois après, puisqu'il ne se passait pratiquement rien. C'est ce qu'on a appelé, entre 1939 et 40, ce qu'on a appelé la drôle de guerre. Alors une fois que Pétain est arrivé, a été nommé pour gouverner, il a demandé l'armistice. Alors une fois que vous demandez l'armistice, la guerre est terminée. Alors ça fait que les Allemands se sont arrêtés au bord de la Loire, et là, ils ont fait ce qu'on a appelé une ligne de démarcation. Ils ont coupé la France en deux, si vous voulez. Alors ils ont occupé tout le nord de la France jusqu'à la frontière espagnole, toute la façade atlantique. Alors Pétain a reçu le plein pouvoir et il s'est installé dans la partie sud, ce qu'on appelait la partie libre de la France, qui s'est installé à Vichy. Alors évidemment, ce gouvernement était un mouvement très antisémite, raciste. Donc il s'est installé juillet, à partir du mois d'octobre, quelques mois après. Son premier souci a été de s'occuper des Juifs qui habitaient en France. C'était ce qu'il avait le plus urgent à faire. Et là, il a commencé à sortir des lois qu'on a appelées le statut des Juifs. Et il faut vous dire aussi que quand il a signé l'armistice avec les Allemands, il avait demandé à ce que la police française soit indépendante de la police allemande. Ça fait que les Allemands donnaient les ordres, mais c'était la police française qui faisait ça le boulot. Et vous dire, quand il y a eu le statut des Juifs, nous, quand on est arrivé en France en tant qu'étranger, si vous voulez, on était très respectueux des lois françaises. Disons que la police de l'époque, c'était une police de proximité qui habitait dans nos quartiers. Vous voyez, quand on allait à l'école, ils nous faisaient traverser la rue. Vous voyez, vraiment, on avait de très très bons contacts avec eux. Et j'ai encore en souvenir une phrase de ma mère qui me disait, quand je traînais souvent dans la rue, en disant, si un jour tu te perds, tu t'adresses à un policier, comme ça il pourra te ramener à la maison. On peut voir la confiance qu'on avait dans la police française. Alors évidemment, quand il y a eu le premier statut des Juifs, on a reçu des ordres pour aller se faire recenser dans les commissariats de police. Alors finalement, on y a été tranquillement en disant, bon, les policiers, on les connaît. Donc le recensement, fallait dire comment on s'appelait, l'adresse où on habitait, le nombre de personnes qui occupaient l'appartement, et ensuite sur les cartes d'identité, ils mettaient un tampon rouge où il y avait marqué juif dessus. Mais à l'époque, les premières lois de Vichy ne concernaient que les juifs étrangers. Ça ne concernait pas les juifs français. Alors une fois qu'il y a eu le recensement qui a été fait, alors en ce moment, ce statut des juifs, il y avait le couvre-feu à partir de 20h. On n'avait pas le droit de sortir après 20h. Tous les endroits publics, vous voyez, les cinémas, les théâtres, enfin tout ce qui était public, à l'époque on n'avait pas de téléphone, il y avait des cabines téléphoniques, tout ça était interdit, on n'y avait plus d'accès. Ensuite, vous aviez dans les jardins d'enfants, enfin dans beaucoup d'endroits où il y avait marqué interdit aux juifs et aux chiens. Vous aviez également dans les transports en commun, nous n'avions droit qu'au dernier wagon. On ne pouvait pas monter dans les autres, on n'avait droit qu'au dernier wagon. Et puis, au point de vue ravitaillement, comme les Allemands commençaient déjà à bien se servir, on avait accès dans des magasins qui partaient entre 15 et 16 heures. Alors, évidemment, les gens qui commençaient à faire la queue le matin de bonne heure, quand on arrivait nous, il n'y avait plus grand-chose à acheter. Alors,
dans ces quartiers populaires, disons qu'à l'époque, c'était des quartiers qui étaient très mélangés, il y avait toutes les origines, il y avait une très forte solidarité entre tous ces gens. Alors nous avions quand même des voisins quand ils allaient faire la queue pour eux, essayaient de nous ramener quelque chose pour nous. Et puis vous aviez les commerçants qu'on connaissait qui nous mettaient quand même des choses de côté quand on arrivait à 15h pour pouvoir avoir un peu de ravitaillement. Alors disons que pour notre communauté de l'époque, ça a été la première survie. Alors finalement, on est arrivé comme ça jusqu'en 1941, où là, au mois de mai 1941, on a reçu une convocation, toujours de la police française. On a reçu une convocation pour 2 de mes frères pour se présenter dans les commissariats ou dans les autres. Enfin, il y avait des adresses différentes pour venir se présenter pour contrôle de famille. Et là, cette convocation, on a appelé ça la rafle du billet vert, parce que la convocation était rédigée sur un papier vert. Mais là, on ne peut pas dire que la population française n'a pas tellement réagi, parce que ce n'était pas une rafle. Les gens y allaient individuellement avec leur convocation, donc personne ne s'est rendu compte. Alors cette convocation a été envoyée à 4000 personnes, que des hommes de 18 à 50 ans. Alors, tous ceux qui ont reçu la convocation se sont présentés dans les commissariats ou dans les adresses qui étaient indiquées, et là ils ont été immédiatement arrêtés. Ils avaient ouvert 2 camps d'internement à côté d'Orléans, un qui s'appelait le camp de Pithiviers et l'autre le camp de Pont-de-la-Hollande. Et donc ces 4000 personnes ont donc été internées dans ces 2 camps dans le Loiret. Ça c'était en mai 1941. Alors évidemment, ça commençait nous à la maison à être assez pénible, du fait que j'avais déjà mon frère qui était à l'armée, j'avais mon frère aîné qui avait quitté Paris, bon, mes 2 frères qui étaient arrêtés. Alors évidemment, à la maison, il restait pratiquement plus d'adultes. Donc nous avions juste, j'avais mes parents à ce moment-là. Mon père avait 52 ans, ma mère avait 50 ans, j'avais ma sœur qui avait 16 ans, moi j'avais 14 ans, mon 42, et mon petit frère avait 11 ans. Alors évidemment, de l'instant où il n'y avait plus d'adultes pour aller travailler, alors moi j'étais travaillé à ce moment-là dans une petite fabrique de chaussures dans la rue de Belleville, où j'ai travaillé pendant jusqu'en 1942. J'ai travaillé là dans cette petite fabrique de chaussures et que je ramenais quand même un peu d'argent à la maison. J'ai commencé à travailler de bonne heure. Au mois de juin, il y a quand même encore une nouvelle loi qui est arrivée, où il fallait aller de nouveau dans les commissariats pour acheter ce qu'on appelait l'étoile Jules. Alors c'était une bande de tissu jaune avec une étoile de David en noir, et à l'intérieur il y avait écrit juif en noir. Et ça, il fallait coudre ça sur nos vêtements, et ça pour les enfants à partir de 6 ans. Alors, vous voyez que quand il y a eu la rentrée des classes, ça n'a pas été très facile. Au mois de juin, il y a quand même encore une nouvelle loi qui est arrivée, où il fallait aller de nouveau dans les commissariats pour acheter ce qu'on appelait l'étoile Jules. Alors c'était une bande de tissu jaune, avec une étoile de David en noir, et à l'intérieur, il y avait écrit juif en noir. Et ça, il fallait coudre ça sur nos vêtements, et ça pour les enfants à partir de 6 ans. Donc, vous voyez que quand il y a eu la rentrée des classes, ça n'a pas été très facile. Et alors, à partir de juin 1942, ils ont commencé à parler de tous ces hommes qui se trouvaient dans le camp de Pithiviers pour la Hollande, qui avait été arrêté un an auparavant, de les envoyer travailler en Allemagne. C'est-à-dire, à l'époque, on parlait que de camp de travail. Alors, ils ont commencé à déporter les gens qui étaient les hommes qui étaient dans le camp de Pithiviers pour la Hollande. Et alors, chaque transport qui partait, soi-disant travailler en Allemagne, devait être un minimum de 1000 personnes. Le convoi dans lequel sont partis mes frères portait le numéro 4. Vous voyez, à partir du mois de juin, il y avait déjà eu 3 convois qui avaient quitté la France en direction du
soi-disant temps de travail. Malheureusement, ce combat arrivait directement à Auschwitz-Birkenau, où on a reçu 2 mois après, ça a été la seule fois, on a reçu un certificat de décès qui disait que mes frères étaient décédés d'une crise cardiaque. Oui. Donc c'est la seule fois où on a eu des nouvelles, et c'est à ce moment-là qu'on est arrivé, donc le 16 juillet 1942, où il y a eu cette fameuse rafle qu'on a appelée la rafle du Veldiv. On a entendu des bruits, des coups de sifflet partout, et on a entendu dans les étages, dans les escaliers, parce qu'on ne les voyait pas, commencer à taper aux portes en disant préparez un petit bagage, parce que chaque policier avait une fiche avec une dizaine de personnes à arrêter. Et puis au fur et à mesure qu'ils montaient dans les étages, vous aviez des femmes qui ne voulaient pas ouvrir, ils défonçaient les portes à coups de matraque pour les faire sortir de force. Et puis finalement on entendait, nous on ne les voyait pas, parce qu'ils étaient dans les étages, alors on entendait hurler dans les escaliers, on entendait des enfants qui pleuraient, enfin finalement, avec mes parents, donc on s'est mis à la fenêtre pour regarder, parce que notre fenêtre donnait sur les immeubles d'en face. On voyait 4 mètres de large, on voyait tout ce qui se passait en face. On était en retrait de la fenêtre et on regardait avec mes parents, et là, j'ai vu dans les immeubles d'en face descendre des personnes âgées sur des civières, des femmes qui avaient pas mal des familles nombreuses, des femmes avec des bébés, et tout ça avec des bagages, avec des baluchons, et avec les policiers qui les poussaient pour qu'elles avancent plus vite. Enfin, ça a été une pagaille terrible, vous savez, tous ces enfants qui hurlaient. Enfin, toute cette rafle a eu lieu pratiquement toute la matinée. Les adultes qui n'avaient pas d'enfants ont été envoyés dans les camps de Pithiviers-de-Montferland qui avaient été vidés, puisque tous les convois de là-bas étaient partis des gens d'Allemagne. Donc ils ont mis tous ces adultes dans ces camps, et les autres ont été envoyés au vélodrome d'hiver, qui sont restés je ne sais combien de jours, je crois 3 ou 4 jours dans le vélodrome d'hiver, avant de retrouver une destination. Et puis nous, avec mes parents, on était toujours à la fenêtre en regardant ça, et je ne sais pas, le hasard, le policier qui avait notre fiche, je ne suis pas venu, il devait être récupéré ailleurs, il avait du retard, enfin il n'est pas venu chez nous. Donc je peux dire, j'ai assisté à la rafle sans être arrêté. Et alors une fois que le quartier s'est calmé en début d'après-midi, ma mère avait demandé à ma soeur et à moi d'aller voir dans le quartier, parce que nous avions toute une famille qui habitait dans le même quartier. Alors elle avait demandé qu'on aille voir qu'est-ce qui s'était passé. Alors je suis parti avec ma soeur, elle a été de son côté, moi je suis parti du mien, j'ai fait le tour du quartier. Malheureusement, je retrouvais personne. Ce jour-là, il y a eu 17 membres de ma famille qui ont été arrêtés dans le quartier de Belleville. Et quand je suis revenu, j'ai dit à ma mère, j'ai trouvé personne, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez, moi, dans mon idée, j'avais 14 ans, je pensais que la rafle avait eu lieu seulement dans notre quartier, je ne pensais pas que ça avait eu lieu dans tous les quartiers populaires de Paris, et même en banlieue. J'avais mon frère, lui, qui était militaire, qui avait réussi, quand il y a eu la débâcle de l'armée française, d'arriver jusqu'à Pau. Alors, Pau était presque à la frontière espagnole, et il était marié, et ma belle-sœur habitait à la place de la République au début du boulevard Voltaire. Alors ma mère me dit, écoute, toi qui as l'habitude d'être dans la rue puis de patrouiller, j'avais l'adresse de ma belle-sœur, donc j'étais chez ma belle-sœur pour voir si elle n'avait pas été arrêtée. J'ai trouvé ma belle-sœur en larmes, alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'avais un petit peu qui avait 4 ans à l'époque. Elle avait placé mon petit peu dans un home d'enfants à la Varenne. C'était un home d'enfants pour les vacances du mois de juillet. C'était juste, elle avait l'habitude depuis l'âge de 2 ans de le placer dans ce petit home d'enfants pour les vacances du mois de juillet. Alors évidemment, je ne sais pas comment l'information est venue jusque aux parents. Les directeurs de cet établissement avaient été arrêtés et les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Alors oui, il fallait aller
aller les récupérer. Alors ma belle-sœur, elle n'osait pas sortir, déjà parce que dans le quartier, elle était connue, puis elle portait les toiles jaunes. Nous, les adolescents, disons qu'à l'époque, on avait aussi les toiles jaunes qui étaient cousues sur nos vêtements, mais quand on sortait dans la rue, disons qu'on mettait une écharpe ou un gilet pour le camoufler. Alors finalement, ma belle-sœur m'a demandé d'aller récupérer mon petit neveu qui était à la Varenne. Alors à l'époque, il y avait un petit train qui partait de la Bastille. Là maintenant, c'est devenu la couleur. À l'époque, c'était un train. Donc j'ai pris le train, j'ai récupéré mon petit neveu et je suis revenu le ramener à sa mère. Alors quand je suis revenu, il était pas loin de 20h, comme il y avait le couvre-feu à partir de 20h. Évidemment, c'était dangereux parce que les policiers étaient doublement vigilants pour demander les pièces d'identité pour savoir si on respectait bien le couvre-feu. Donc j'ai passé la nuit chez ma belle-sœur et puis le lendemain matin, je suis reparti chez moi. Alors évidemment, il y a eu beaucoup d'inquiétudes parce que je pensais à mes parents. Vous savez, une gamine de 14 ans qui ne rentre pas dormir la nuit, c'était pas courant. Hein. Et quand je suis arrivé donc, chez mes parents, je suis monté à l'appartement. Et là, malheureusement, il y avait les scellés sur l'appartement. Alors, les scellés. Alors, le policier qui avait notre fiche était revenu. Pendant le laps de temps, moi, je n'étais pas à la maison. Le policier était revenu, il a arrêté mes parents et mon petit frère qui avait 11 ans. Alors, eux, ils n'ont pas été envoyés au Belgique, puisqu'ils ont été arrêtés le lendemain. Ils ont été envoyés directement au camp de Drancy. Alors, le camp de Drancy, c'était une bande HLM qui se trouvait au nord de Paris, qui n'avait pas été terminée du fait de la guerre, donc il n'y avait pas de cloison. Et là, ils avaient ouvert donc, ce camp, c'était un camp de transit, si vous voulez, en attendant de savoir quoi faire de tous ces gens qu'ils avaient arrêtés. Et ils ont été déportés au mois d'août, un mois après. Quand je vous ai dit que mes frères étaient partis avec le transport numéro 4, là, le transport dont mes parents sont partis portait déjà le numéro 19. Vous vous rendez compte du nombre de transports déjà qui avaient quitté la France, et toujours un minimum de 1000 personnes par transport. Et finalement, ils ont été envoyés donc, directement dans la chambre à gaz et au crématoire. Donc au mois d'août 42. Alors évidemment, comme il y avait les scellés sur les appartements, quand ils arrêtaient les gens, ils mettaient les scellés, on ne pouvait plus rentrer. Alors je suis descendu dans le passage et j'ai demandé, parce que dans ce passage, il n'y avait pas que des juifs, il y avait quelqu'un, c'était très mélangé. J'ai demandé aux voisins et je dis comment ça s'est passé. Alors, ils m'ont expliqué que le policier était revenu. Et je dis ma soeur, elle était avec eux. Il m'a dit non, on n'a pas vu ta soeur. Alors j'ai fait le tour du quartier en me demandant où elle avait bien pu aller. Puis j'ai trouvé personne. Alors je suis retourné en disant je vais aller chez ma belle-sœur, elle va s'occuper de moi. Et puis là, je suis rentré dans la loge de la gardienne. Après, elle m'a dit non, c'est pas la peine de monter chez ta belle-sœur, elle n'est pas là. Je dis pourquoi elle a été arrêtée. Elle me dit non, parce que comme je vous ai dit, mon frère qui était à Pau, lui il était français, sa femme était française, donc il lui aussi. Et à l'époque, toutes ces lois ne concernaient pas les Français. Donc mon frère avait réussi à faire venir sa femme et son fils pour les rejoindre où il était à Pau. Alors j'ai commencé à pleurer, elle me dit qu'est-ce qui t'arrive? Je dis je ne sais plus où aller, toute la famille a été arrêtée, je ne connais plus personne, je ne sais pas où aller. Alors elle m'a fait rentrer dans sa loge et au bout de 15 jours elle me dit écoute, tu ne peux pas rester ici, c'est trop dangereux, et pour toi et pour moi. La seule solution qui reste, c'est de retrouver mon frère qui est à Pau. Parce que là, c'était quand même ce qu'on appelait la zone libre. Alors elle m'a trouvé un passeur, ça existait déjà le passeur à l'époque. Quand il y a de l'argent à gagner facilement, il y a toujours une bonne volonté. Elle m'a trouvé un passeur qui m'a emmené à la gare d'Austerlitz. Là, il m'a donné mon billet de train, en me disant je ne reste pas à côté de toi, parce qu'évidemment, dans les gares, il y avait beaucoup de contrôle. Et puis, quand je suis arrivé le matin à Bordeaux, je suis descendu sur le quai. Et là, évidemment, ce monsieur était là, et je me suis rendu compte qu'on voyait une douzaine de personnes, deux familles, pour leur faire franchir aussi une nouvelle. Parce que plus il y avait de personnes, plus ça rapportait. Hein. Alors finalement, il nous a expliqué qu'il avait réservé quelques chambres dans un petit hôtel à Bordeaux, que le lendemain, on irait à la gare routière, qu'on prendrait un bus
qui nous emmènerait à Mont-de-Marsan et qu'on traverserait la ligne de démarcation dans la forêt des Landes. On a passé la nuit dans l'hôtel, puis le lendemain, on s'est préparé pour partir. Et puis finalement, on a attendu, ce monsieur n'est jamais revenu. On suppose qu'il a peut-être été dénoncé, enfin, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, on n'en a plus jamais entendu parler. Alors au bout d'un moment, ces 12 personnes, c'était 2 familles qui étaient ensemble, ils sont partis de leur côté, et ils avaient peut-être des possibilités financières, ou peut-être d'autres possibilités pour trouver à se cacher. Et moi, je me suis retrouvé tout seul à Bordeaux devant cet hôtel en me disant mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous savez, 15 jours avant, j'avais pratiquement jamais quitté mon quartier ni mes parents. Vous savez que pour prendre des décisions dans ces cas-là, c'est pas toujours évident. Finalement, il y a un jeune homme qui est arrivé et qui m'a dit écoutez, moi je travaille dans la forêt d'habitude, je connais très très bien. Si vous voulez, vous venez avec moi, je vais vous expliquer comment il faut faire pour passer. Moi, je ne passe pas non plus. Alors, je suis parti avec lui. On est descendu dans un fossé, il a commencé à m'expliquer comment il fallait faire. J'ai attendu qu'il fasse nuit, bien sûr. Je suis sorti de mon fossé, et moi j'ai couru, il y a 14 ans, encore vite. Je suis arrivé dans la forêt où effectivement j'ai trouvé ces lignes de chemin de fer, d'ailleurs qui existent toujours, parce qu'il n'y a pas longtemps j'étais témoin là-bas à Mont-de-Marsan. Ils ont fait un mémorial, mais pas pour moi, hein. Ils ont fait un mémorial pour tous les gens qui ont été arrêtés sur cette partie de la ligne de démarcation. Alors, donc, j'ai continué donc, à suivre cette ligne de chemin de fer, comme il m'avait indiqué, jusqu'au bout, pendant pas mal de temps, puis ensuite il a commencé à faire une nuit noire, et puis je ne retrouvais plus les points de repère. Alors j'ai commencé à errer comme ça toute la nuit dans cette forêt, complètement paniqué, et je suis arrivé comme ça jusqu'à 5h, 5h30 du matin, il commençait déjà à faire à peine jour. J'ai aperçu une ferme au loin. Alors je me suis dirigé de ce côté-là, il y a un chien qui a aboyé, il y a un personne âgée qui est sorti en me disant qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit dans la forêt? Évidemment, c'était pas courant. Hein. Je lui ai dit je me suis perdu, je sais pas où je suis. Il m'a dit tu essaies de franchir la ligne. Alors j'étais arrivé à Grenade sur la Doua. J'avais réussi à franchir la ligne sans m'en rendre compte. J'ai mon frère qui est à Pau. En fait, moi, j'avais aucune idée de la géographie de la région pour savoir où se trouvait Pau. On m'a dit, t'inquiète pas, en fin d'après-midi, il y a un bus régulier qui fait la ligne. Alors, j'ai dit, mais comment on fait pour aller retrouver le bus? Il me dit, enfin, t'inquiète pas, je t'y emmènerai. Moi, il avait encore une carriole avec un cheval. Il m'a dit, t'inquiète pas, je t'emmènerai jusque là-bas, jusqu'à l'arrêt du bus. Alors évidemment, il a commencé à me donner à manger, je me suis reposé une partie de l'après-midi, et puis au moment de partir, il m'a fait un colis de ravitaillement, il m'a donné de l'argent, parce qu'il n'avait pas d'argent, et il m'a emmené donc à l'arrêt du bus, et je suis arrivé donc à Pau en fin de journée. Je me suis présenté à la caserne, où j'ai demandé après mon frère. Alors là, évidemment, quand il est descendu, il m'a dit qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais que tu vas pouvoir aller, parce que je ne pouvais pas loger dans la caserne. Alors, j'ai dormi, j'ai passé la nuit dans une chambre de garde de la caserne, et le lendemain matin, mon frère est parti me chercher un hébergement. Alors, il a trouvé une chambre de bonne, il a dû écumer toutes les bibliothèques de Pau pour me rapporter des livres régulièrement pour avoir de quoi m'occuper. Et je suis resté dans cette chambre de bonne pendant pratiquement 3 mois sans sortir. Et là, à cette époque-là, les Alliés avaient débarqué en Afrique du Nord. Les Allemands, en représailles, ont occupé toute la France. Ils ont retiré la ligne de démarcation. Et c'est à ce moment-là que Pétain a donné l'ordre d'arrêter tous les juifs français. Mon frère, avec quelques-uns de son régiment, ont décidé de franchir la frontière espagnole qui était à proximité. Et là, ils sont arrivés en Espagne. Il y avait Franco qui dirigeait l'Espagne. Là, ils ont été arrêtés, ils ont été internés dans un camp en Espagne pendant quelques mois. Et quand ils ont été libérés, ils sont partis à Casablanca, donc en Afrique du Nord. Et là, ils sont engagés dans la deuxième DB du maréchal Leclerc. Je suppose que vous en avez entendu parler. Enfin, c'est qu'on fait la libération de Paris.
Alors évidemment, quand il est parti, je ne peux pas rester tout seul dans cette chambre de bonne, il m'a laissé tout l'argent qu'il avait disponible, en me disant, écoute, débrouille-toi, essaie de trouver une famille, essaie de trouver du travail pour te cacher. Alors j'ai repris le train, là, tranquillement, puisqu'il n'y avait plus de ligne de démarcation, et je suis remonté à Paris. Alors là, évidemment, quand je suis retourné à l'appartement, il y avait toujours les scellés. J'ai fait le tour du quartier, j'ai retrouvé personne, j'ai toujours pas de nouvelles de ma sœur, je sais pas où elle avait été. Et puis en désespoir des causes, je suis retourné chez la gardienne qui m'avait hébergé. Alors évidemment, quand elle m'a vu revenir, elle a été un peu surprise. Elle m'a encore gardé pas mal de temps chez elle, toujours dans les mêmes conditions. Et elle a fini par trouver une adresse. C'était une ancienne école rabbinique qu'ils avaient transformée en orphelinat. Alors ça fait que tous ces enfants qui avaient eu des parents étrangers qui ont été déportés étaient placés dans ces orphelinats. Donc elle m'a donné l'adresse, je me suis présenté dans cet orphelinat où le directeur, bien sûr, m'a reçu, en me disant, ça pose pas de problème, tu peux rester là. Le directeur de cet établissement, quand il y avait des courses à faire, c'était les adolescents qu'ils envoyaient dans Paris pour faire les courses. Alors évidemment, quand on allait faire les courses, on mettait un gilet ou quelque chose pour cacher notre étoile, parce qu'on avait toujours l'étoile qui était cousue sur nos vêtements. Et là, il m'avait envoyé donc faire récupérer un colis rue de Rivoli, vers le métro Saint-Paul. J'ai donc pris le métro, et à la sortie du métro, il y avait un contrôle de police. Alors, je n'ai pas parlé d'identité, on m'a demandé comment je m'appelais, je n'ai pas voulu leur donner mon nom, qui avait une consonance étrangère. Ils m'ont demandé où j'habitais, j'ai fait comme si je ne comprenais pas. Évidemment, je n'avais pas leur donné l'adresse où j'habitais. Alors, ce qui est en civil, il a commencé à me secourir en me disant, puisque tu ne veux pas répondre, on va t'emmener au commissariat, et puis là, on va faire des vérifications. Et puis, dans la soirée, il y a un quart de police qui est arrivé, on m'a fait monter dans le quart de police, qui a fait le tour de plusieurs commissariats pour récupérer des gens qui avaient été arrêtés comme moi. Et là, je me suis retrouvé donc au camp de Drancy. Là, c'était le 25 août 1943. Et là, j'ai été tout de suite désigné pour faire partie du prochain convoi qui devait quitter de Drancy pour aller travailler en Allemagne, toujours en parlant de grands travailleurs. Alors, on était un peu sceptiques, parce que dans le temps, il y avait des femmes, des enfants, des personnes âgées, en disant qu'est-ce qu'ils vont faire tous ces gens-là dans un camp de travail, c'est pas possible. Alors pour nous rassurer, ils nous disaient, vous les jeunes, vous irez travailler, et le soir, ça sera un regroupement familial. Ils nous ont envoyé à la gare de Bobigny, qui était à proximité, et là, il y avait un train qui nous attendait, avec des centaines de wagons à bestiaux. Et là, ils nous ont propulsés dans ces wagons à bestiaux à 50-60 personnes par wagon. Vous voyez la taille d'un wagon à bestiaux, c'est pas très grand. Et là, ils nous ont mis un seau avec de l'eau, parce qu'il faisait très chaud, pour boire, et ils nous ont mis un traîneau pour des besoins hygiéniques. Et là, ils ont fermé les portes et le train est parti. Alors, pour dire dans quelles conditions on a voyagé, parce que c'est tant de personnes. Alors, les personnes âgées ont commencé à tomber, les bébés ont commencé à hurler. Enfin, ça a été une pagaille terrible dans ce train. Alors, le train s'est arrêté au petit matin. Et là, il y avait un immense quai en béton dans la nature. Il n'y avait rien autour. Qui faisait des kilomètres. Et puis, les portes se sont ouvertes. Les capots sont arrivés à coup de matraque pour nous faire descendre, évidemment, des wagons. Sur ces entrefaites, on a vu arriver les premiers déportés, évidemment, on les a reconnus parce qu'il y avait une espèce de pyjama rayé, c'était un commando qui venait récupérer les bagages et puis sortir les personnes qui étaient mortes pendant ce trajet. Sur ce fameux quai qui faisait je ne sais combien de kilomètres, il y avait des camions qui étaient stationnés avec une croix rouge comme des camions sanitaires. Alors, ils sont au parleur, il a commencé par dire les femmes, les enfants, les personnes âgées, ceux qui sont fatigués, peuvent monter dans les camions, parce que le camp se trouvant à quelques kilomètres, je pense que ça fait à peu près 2 kilomètres d'où on était arrivé, pouvaient monter dans les camions, ça leur faciliterait l'arrivée au camp. Alors, ils avaient pratiquement 650 personnes qui sont montées dans les camions. Et à l'autre bout du quai, il y avait 3 Allemands. Alors, ils ont fait défiler une par une devant eux,
en nous regardant des pieds à la tête, et on a été sélectionnés à 106 femmes pour entrer travailler au camp, c'est-à-dire pour les travaux forcés. Et les autres femmes ont été mises de côté, ont été envoyées vers des camions. Et pour les hommes, ça a été pareil. Les camions sont partis, et nous, on est partis à pied en direction du camp. Et quand on est arrivé devant le camp de Birkenau, là, les portes se sont ouvertes. Et là, évidemment, pas dire qu'on a vu grand-chose, on a surtout vu une fumée épaisse, avec des odeurs nauséabondes. Puis, vous savez, on se serait en pleine nuit, tellement la fumée était épaisse. Le camp de Schutz de Birkenau fait à peu près 175 hectares. Vous vous rendez compte de l'immensité de ce camp, avec des baraquements, avec des barbelés, avec des miradors, avec des chiens qui couraient dans tous les sens. On nous a fait rentrer dans un baraquement en nous disant, nous déshabillés, que nous avons pris une douche. Alors effectivement, comme nous on avait été sélectionnés pour le travail forcé, on a pris une douche. Alors c'était une douche froide, parce qu'on n'avait ni savon ni serviette, enfin on a quand même pris une douche. Et une fois que ça a été terminé, on nous a remis dans un autre bâtiment où il y avait des grandes tablées, c'est presque la longueur de l'estrade, là, où il y avait des hommes, des déportés politiques, c'était pas des juifs, c'était des prisonniers, mais qui étaient derrière ces tables. Alors ils ont commencé par nous raser entièrement, les pieds à la tête, et ensuite ils nous ont tatoué un numéro sur le bras, en lui disant que maintenant nous n'avions plus d'identité, et que de l'instant où on était interpellé dans le camp, il fallait qu'on donne notre numéro en allemand. Vous savez, quand déjà de se voir, vous savez, raser, on finissait par même plus se reconnaître. Et puis d'avoir ce numéro tatoué, vous savez, on avait l'impression qu'on était tatoués comme des animaux, quand on vous donne un numéro sur le bras. Et puis ce que c'est leur prophète, une fois que ça a été terminé, vous avez des femmes SS qui passaient dans les rangs et qui demandaient au hasard à une femme comment tu t'appelles. Vous savez, quand vous arrivez d'un pays civilisé, vous donnez votre nom. Et bien elles étaient immédiatement matraquées parce qu'il fallait qu'elles donnent leur numéro en allemand. Et bien, vous savez, dans ces conditions-là, on apprend vite. Alors finalement, on a demandé à ces hommes qui étaient toujours là, les camions, les personnes qui sont montées dans les camions, à quel moment on va les retrouver. Alors ils nous ont dit, vous ne faites pas d'illusions. Alors là, ils ont commencé à nous dire comment fonctionnait le camp. Alors, les camions arrivaient directement devant ces bâtiments, soi-disant des douches. Alors évidemment, les Allemands, ce qu'ils avaient peur, c'était de la panique. Vous savez, quand on connaît 650 personnes, des femmes, des enfants, des personnes âgées qui descendent des camions, ça fait un peu la pagaille. Alors pour les rassurer, ils les faisaient rentrer dans ce bâtiment qui était tout carré en blanc. Et il y avait des porte-manteaux numérotés. Alors il leur disait, vous allez prendre une douche, vous allez prendre un numéro de porte-manteau, retenez bien le numéro, comme ça, en sortant de la douche, vous allez récupérer vos vêtements. Et les gens étaient contents, parce que dans le tas de santé, on était arrivé, tout le monde était content de prendre la douche. Alors ces 650 personnes étaient dirigées vers cette fameuse douche, mais là, c'était plus des douches, c'était des chambres à gaz. Alors c'était des grandes baraques. Les Allemands il y avait une ouverture sur le toit qui était grillagée. Eux, ils montaient une masque à gaz et ils envoyaient ce fameux gaz cyclambé dans ces fameuses douches. Et les 650 personnes étaient immédiatement gazées. Avant la guerre ou pendant la guerre, les chambres à gaz, on n'en avait jamais entendu parler, on ne savait pas ce que c'était, on ne savait même pas si ça existait. Et puis ensuite, il y avait des commandos spéciaux, des maisons d'air commandos, qui venaient récupérer les corps des personnes qui avaient été gazées et qui les emmenaient directement au crématoire. Alors, pareil, le mot crématoire, on n'en avait jamais entendu parler non plus. Alors on leur a demandé, mais c'est quoi un crématoire? Ben, ils ont répondu, c'est comme un four des boulangers. Ils ont dit, vous ne faites pas d'émission. Ici, vous êtes rentré par la porte et vous n'en sortirez pas la cheminée. Tant que vous pourrez travailler, vous travaillerez. Les jours où vous ne pourrez plus travailler, vous finirez comme tout le monde, parce qu'ici, il n'y a aucune possibilité de survie. Selon le travail que vous avez effectué
Alors ça peut tenir quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pas plus longtemps. Ils les ont envoyés dans des baraques. Alors vous voyez, il y avait sur 175 hectares, vous avez des centaines de baraques. Alors les baraques, elles comptaient pratiquement 800 personnes et c'était, comment vous dire, des chalets sur 3 niveaux. Vous voyez, ça fait la taille d'une cage à lapin. Alors évidemment, les nuits étaient très agitées. Et le lendemain matin, on avait l'appel vers 5h30 du matin, donc il y avait les chefs de bloc qui venaient avec le matraque pour nous faire sortir les chalets. Il fallait qu'on fasse le tour de la baraque pour récupérer les personnes qui étaient mortes dans la nuit. Une fois que l'appel était terminé, on allait chercher le café à la cuisine, c'était une eau colorée, on avait le droit à une tranche de pain et un petit carré de margarine. Et là, on était dirigé pour aller travailler sur un chantier qui se trouvait à 1 kilomètre du camp. Alors là, quand on sortait du camp, on était encadré par les SS et puis le capot qui nous suivait. Alors on faisait ce travail 12 heures par jour. Alors évidemment, quand on venait le soir pour rentrer au camp, il y avait toujours le SS qui était là pour faire la sélection. Alors évidemment, toutes ces femmes qu'on traînait, qui n'avaient pas pu tenir le coup, elles étaient mises sur le côté. Alors là, c'était la période la plus dramatique, parce que les gens qui montaient dans les camions, ils ne savaient pas qu'ils allaient finir dans une chambre à gaz, et ceux qui étaient mis de côté après le travail, elles savaient très bien où elles finissaient. Alors on entendait ces femmes qui hurlaient, ceux qui étaient mis de côté. Et le soir, une fois que tout ça a été terminé, on avait le droit d'aller dans une autre baraque qu'on appelait les latrines. C'était la baraque pour faire le besoin. Vous voyez, c'était des rangées de trous qui étaient creusées. Et un soir de décembre 1943, j'ai vu arriver ma sœur. Ma sœur que j'avais quittée le 17 janvier, que j'avais quitté le 16 janvier 1942. Ce jour-là, elle avait été chez une de mes tantes qui habitait à la limite du quartier de Belleville, vous savez, assez loin d'où on habitait. Et elles étaient parties toutes les deux chez des amis à ma tante qui habitaient à Montfermeil, dans une banlieue parisienne. En novembre 1942, elles ont été arrêtées, elles ont été envoyées au camp de Drancy, toutes les deux, et elles ont été déportées en février 1943. Alors évidemment, les retrouvailles, ça n'a pas été... elles ne s'attendaient pas du tout à me voir là, elles pensaient que j'avais réussi quand même à me cacher. Vous voyez, vous avez déjà vu des photos de l'entrée du camp de Birkenau, là où on voit des rails avec un wagon. À l'époque, là, il n'y en avait pas. Là. Nous, quand on était arrivé sur ce fameux quai. Alors, ils nous ont fait sortir au mois de février pour aller retirer les rails du quai pour les mettre devant l'entrée du camp de Birkenau. Et les rails devaient arriver jusque devant les chambres à gaz. Comme ça, il n'y avait plus de transport en camion. On avait déjà le problème, c'est que le dimanche, on ne travaillait pas. Il y avait quand même une journée de repos. On avait la corvée pour aller nettoyer ces fameuses latrines, vous savez, les trous. Alors ça, c'était la journée de repos. Et alors, le dimanche d'après, la journée de repos, alors là, c'était plutôt le soir. Alors c'était la désinfection, parce que comme on était couvert de vermine, de poux, de puces, en fait, de tout ce que vous voulez, eh bien, la journée de repos, c'était la désinfection. Alors, il fallait qu'on sorte des baraques, qu'on sorte les paillasses, les couvertures, enfin tout ce qu'on avait. Il fallait qu'on se déshabille, retirer nos vêtements. Et ça partait à la désinfection. Parce qu'en 1943, en 1944, ils ont fait quand même des baraques couvertes pour la désinfection. Mais en 1943, elles n'avaient pas encore été construites, donc ça se passait dehors. Alors, on passait la nuit toute nue devant les baraques en attendant que nos vêtements reviennent de la désinfection. Alors là, évidemment, quand les vêtements revenaient, ils étaient quand même humides de la désinfection. Alors là, ils balançaient ça par terre dans la neige, il fallait se précipiter pour trouver un vêtement à sa taille. Alors ça, c'était les journées de repos. Et puis voilà, on continuait à s'installer comme ça, et puis arrivé fin février, début mars, régulièrement, j'allais voir ma sœur qui était dans une autre baraque, puisqu'elle ne travaillait pas au même endroit que moi. Et alors, je l'envoyais des périls de jour en jour. Et puis là, quand je suis arrivé, elle n'était pas dans la baraque, alors j'ai demandé aux autres femmes, ma sœur elle est où? Elle dit à la porte
pu se lever, elle a été envoyée à l'infirmerie. Moi, je me suis précipité à l'infirmerie. Évidemment, là, c'était l'antichambre de la mort. Alors, je trouve ma sœur allongée sur une paillasse, qui crachait le sang de partout. Elle avait été mordue par des chiens, elle était dans un état pitoyable. Alors, je lui ai dit, écoute, Fanny, tu ne peux pas rester là. Tu sais très bien que si tu ne vas pas à l'appel ou au travail, tu sais où tu vas finir. Elle me dit, oui, je le sais. Elle dit, la seule chose que je regrette, c'est pour être monté dans les camions, parce que là, je ne savais pas où ils allaient. Alors, elle me dit, écoute, toi, tu es jeune, la guerre va bientôt finir, parce que vous savez, en 1944, les Allemands reculaient de partout déjà. Elle me dit, la guerre va bientôt finir, toi, tu es jeune, tu as l'air de tenir le coup. Elle me dit, tu me promets que si tu reviens, si tu as une chance de revenir, de raconter ce qui nous est arrivé, ce que les hommes sont capables de faire à d'autres personnes, surtout au XXe siècle, c'était pas. Finalement, elle m'a dit, tu me promets, tiens le coup le plus longtemps possible pour que tu puisses rentrer pour raconter ce qui nous est arrivé, pour qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Et puis finalement, elle est tombée sur sa paillasse, et moi, j'étais obligé de partir travailler. Quand je suis revenu, évidemment, je savais très bien où elle avait été envoyée. Alors, vous savez, ça a été une période très difficile. Heureusement que j'avais mon ami Marie et puis quelques autres Françaises. On avait une petite forme de solidarité. On essayait de faire monter le moral. Parce que vous savez, je savais que toute ma famille avait été déportée. On a toujours l'espoir dans la tête de dire, ils sont peut-être passés dans un autre camp, c'était peut-être différent. Vous savez, on se fait toujours des illusions. Il y avait un camp de tziganes qui était dans le camp de Auschwitz. Et là, ils étaient là avec leur famille, ils étaient en famille. Et il y avait un docteur, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, un docteur Mengele qui faisait des expériences sur les enfants. Et là, les expériences qu'il faisait, c'était sur les enfants tziganes. Alors évidemment, vous vous dites dans quel état il est ramené, il est balancé par-dessus les barbelés dans le camp avec leurs parents. Et là, au mois d'août 1944, ils avaient décidé de liquider le camp des tziganes. Alors toute la nuit, on a entendu hurler ces gens qui les ont emmenés directement au crématoire. Et toute la nuit, on a entendu hurler comme ça. Alors, vous savez, on se dit, eux, ils sont passés le lendemain, ça sera peut-être mieux, parce qu'on ne se rendait pas compte des événements de l'extérieur. Le 17 janvier, il y a eu un grand bas dans le camp. Alors les capots sont arrivés avec leur matraque pour nous faire sortir de baraques. Et puis là, on évacue le camp. Il faut que tout le monde suive. Le camp va être miné. On fait ce qu'il camp, on laisse pas de survivants derrière nous. Alors là, évidemment, tout le monde s'est mis à l'appel. Et là, c'est ce qu'on a appelé la marche de la mort. Il faut rester debout et marcher. Je me sers contre mon ami Marie pour garder mon équilibre. Nombreux sont celles qui, à la traîne, à bout de force, s'écoulent sur la route. Elles sont vite repérées et achevées une balle dans la nuque. Nous traînons les pieds jour en jour, fatigués, frigorifiés, affamés. Après ces longues journées, nous arrivons dans une gare de marchandises où nous attendaient quelques wagons découverts. Enfin, nous pouvons nous asseoir serrés les unes contre les autres. Et au bout de ce trajet mortel, nous arrivons au camp de Bergen-Belsen. Nous découvrons avec horreur les montagnes de cadavres recouverts de neige, mais qu'importe, nous avons cessé de marcher. Après nous être traînés sur cette route qui n'en finissait pas, nous sommes Marie et moi vivantes, mais des centaines, voire des milliers montent à l'appel. Notre marche s'arrête ici, mais pas notre calvaire, qui continuera jusqu'à notre libération, au camp de Mauthausen en Autriche, le 5 mai 1945. Parce que quand je suis retourné à Paris, cette dame qui m'avait hébergé, cette gardienne, elle n'était plus là. Remarquez, il m'a fallu quand même pas mal de temps avant de récupérer, parce que ça a duré, disons que avant de retrouver une vie tout à fait normale, ça a duré 3 ans. Alors vous savez, le temps que je retrouve mes esprits, parce que j'ai eu un retour très difficile,
Ben, cette personne n'était plus là. Il y avait de nouveaux locataires. On ne sait pas on ne sait pas si elle était partie en retraite. Je ne l'ai jamais retrouvée. Quant à ce monsieur dans la forêt, j'aurais été incapable de savoir à quel endroit je l'avais rencontré. On est revenu dans l'indifférence totale, hein. Personne n'a voulu nous croire, personne n'a voulu nous écouter. Vous savez, je me souviens, quelques jours après notre retour, j'étais avec Marie, j'ai dit tiens, je vais retourner dans mon quartier à Belleville, peut-être que je vais retrouver des gens que je connais ou de la famille. Quand je suis retourné dans le quartier, les cheveux n'avaient pas encore repoussé, je devais peser à ce moment-là peut-être, quand je suis sorti du camp 32 kilos, je devais peser 35 kilos, alors vous savez, ça c'était 1 an après la guerre. Ben, vous savez, des femmes rasées qui pesaient 35 kilos, il n'y en avait pas beaucoup dans les rues de Paris. Hein. Alors, quand on s'est retrouvé à Belleville, il y a eu un petit rassemblement de gens qui sont venus vers nous en nous disant « Oh ben, qu'est-ce qui nous est arrivé, racontez-nous ». Quand on a commencé à vouloir parler, alors on a commencé évidemment à raconter. Et alors les gens ont commencé à s'agiter un petit peu en disant « Vous êtes devenus folles, vous racontez n'importe quoi, ça n'a pas pu exister, comment on peut propager des histoires pareilles ?» Et puis finalement, il y a un monsieur qui nous a regardé droit dans les yeux en disant « Vous êtes revenus si peu nombreuses, qu'est-ce que vous avez fait vous pour revenir et pas les autres ?» Finalement, on a été culpabilisés d'être revenus. Vous aviez des transports qui arrivaient de France, donc on reformait notre petit groupe. Enfin, vous aviez beaucoup de personnes qui venaient de Roumanie qui parlaient très bien français. Vous aviez des Belges et des luxembourgeoises qui parlaient du français. Vous aviez même les Grecs. Vous voyez, j'étais très surprise quand on a vu arriver le transport des Grecs de Thessalonique qui parlaient couramment français. J'étais très surprise. Et il paraît que là-bas en Grèce, à l'époque, dans les écoles primaires, ils apprenaient la langue française et c'était dans leur travail et ils parlaient couramment français. Alors on trouve dans différentes nationalités pas mal de gens qui apprenaient le français. Et puis on finissait, vous savez, là, en baragouinant, en disant les mots usuels du camp, on finissait par les apprendre presque dans toutes les langues. Aujourd'hui, je voudrais lancer un appel solennel en faveur de la paix. Les guerres actuelles ne se déclenchent pas seulement pour des raisons politiques, mais si l'on se réfère aux conflits qui ont sanglant contre le monde, pour des causes idéologiques, ethniques ou religieuses. Elles s'éclatent parce que les gens n'ont pas la même couleur de peau ou la même religion. Nous ne sommes plus qu'une poignée de survivants, et c'est à vous les enfants que je m'adresse maintenant. Lorsqu'on n'aime pas son voisin parce qu'il n'est pas tout à fait pareil à vous, cela s'appelle du racisme, et c'est ce racisme qui a conduit à la déportation de millions de personnes innocentes. Tous les enfants du monde sont pareils à vous. Je compte sur vous pour que lorsque nous ne serons plus là, nous qui avons connu les camps et pouvons certifier qu'ils ont bien existé, vous fassiez preuve de tolérance et que vous reconnaissiez le droit à la différence. Je le répète, ne vous laissez pas entraîner sur cette voie qui est celle du racisme et de la xénophobie, c'est-à-dire la haine de l'étranger, car elle conduit aux crimes les plus horribles. Acceptez d'être différents les uns des autres. Nous vous faisons confiance, vous êtes notre avenir, ne nous décevez pas, faites preuve de tolérance, de compréhension, si vous voulez continuer à vivre dans un monde de paix. Vous vivez en France, dans un pays démocratique, alors essayez de protéger le